So, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. Bon après-midi. I don't speak French, so this is my best. And hello to everyone, and buona tarde to everyone from Tallinn, from Estonia. My name is Sanela Meshanovic, and I'm expert advisor at the Labor and Employment Agency of Bosnia and Herzegovina. I would like to welcome you and thank you for agreeing to participate in this session. I would also like to welcome all our colleagues from around the world who have joined us live online. I would like to take this opportunity to thank WAPES and to the Public Employment Service of Estonia for organizing this event and for inviting me to moderate this session. On beginning, I have to say that I have three challenges today. First one is to stay within the time plan. Second one is to cope with the new technology. And the third one is the after-lunch mood. So I'm sure and I hope and I ask from you to help me and to support me in fulfilling the goal of this session. During the last 15 years, our public employment, and when I'm talking about time, I have to read because that is the only way for me to stay within the time, within the few minutes. So during the last 15 years, our past organizations had to adopt significant and rapid structural changes which labor markets were undergoing due to the global economic crisis which started in 2008, technological development and globalization, demographic change such as migration and aging of population in high-income countries and growing number of youth in low-income countries, and ultimately due to the climate change which poses significant challenges to labor and employment. With all that, how we started, Je voudrais vous rappeler également nos débuts en 2020. Les agences publiques d'emploi devaient dresser des plans d'action, plans financiers, des programmes de formation. Il faut mettre en œuvre des politiques de marché de l'emploi. C'était nos activités normales, comme toujours. On avait tous énormément de travail et puis, tout d'un coup, d'un jour à l'autre, c'est la Covid qui arrive. C'était comme un nuage noir au-dessus du monde entier. Et tout d'un coup, tous les projets s'arrêtent. Les hôpitaux se remplissent, il y a des limitations, les entreprises ont dû fermer leurs lignes aériennes, les écoles se ferment, les bus et les trains ne circulent plus, on a l'impression que le monde entier s'arrête. Mais est-ce vrai? Est-ce que vraiment la vie s'arrête? Est-ce que nos agences terminent leur travail? Car notre travail reste à faire et personne d'autre ne va le faire. Après le premier choc, donc, les attentes de l'opinion publique envers notre travail est de plus en plus élevée. On voyait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui perdaient leur emploi. Il fallait les soutenir financièrement, trouver des opportunités, trouver des travailleurs pour les entreprises qui continuent leur travail. Les agences publiques d'emploi devaient s'adapter très vite à la situation, d'un jour à l'autre. Il fallait changer
jusqu'aux principes de fonctionnement, relever des défis techniques, des défis liés aux ressources humaines. Ce qui était très important, c'était aussi le soutien législatif. Il était très important de soutenir les employeurs, mais aussi les chercheurs d'emploi, ainsi que la continuation des activités économiques. C'était de grands défis qui se posaient à nous. Heureusement, je pense que c'est maintenant derrière nous. Il fallait être très créatif pour résoudre ces problèmes. On a été très innovateurs dans notre travail, surtout en ce qui concerne le traitement de données et l'utilisation des sources d'information et des chaînes de communication. Il fallait soutenir nos clients. Et ce qu'on a vu, c'est que rien, absolument rien, ne peut remplacer le contact humain, le contact physique. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte dans l'avenir. Les défis qui se posent à nous aujourd'hui et les expériences que nous avons pu tirer ont une grande valeur. Après la pandémie, dans un nouveau contexte sécuritaire, il faut être capable de continuer notre travail. Nos agences doivent être prêtes à s'adapter constamment. Il faut être innovateur. Il faut élaborer les meilleures pratiques pour résoudre des situations de crise, pour maîtriser les technologies, etc. Et voilà le sujet de notre session de cet après-midi. Il faut qu'on soit prêt à des crises comme celle du Covid. Mais qu'avons-nous donc fait pour s'adapter? Les processus continuent à fonctionner. Il faut se demander, est-ce qu'on a pu trouver un équilibre entre les contacts en présentiel et les contacts virtuels? Quelles sont les expériences, quelles sont les leçons que nous avons pu tirer de la pandémie? J'espère qu'en partageant les leçons que nous avons pu tirer les uns et les autres, on est capable de s'inspirer sur l'expérience des autres pour assurer que nos activités s'adaptent aux nécessités du marché de l'emploi. Le monde change rapidement. Nous avons les meilleures intentions. Ce qui est important, c'est d'adapter nos savoir-faire aux nécessités de l'emploi. Il est extrêmement important de mettre sur pied de nouveau le marché de l'emploi de ces pays dont les représentants vont partager leurs expériences avec nous. Mais je voudrais aussi demander, vous tous ceux qui sont présents ici, ailleurs, en ligne, de poser des questions et de participer activement à nos discussions. Vous pouvez poser vos questions en restant sur place. Sur place, vous pouvez aussi utiliser la fenêtre pour la discussion. J'ai aussi préparé 2 questions pour vous donner la possibilité de réagir. Juste une seconde pour que je trouve le bon document. Donc, vous avez ici sur l'écran l'adresse slido.com, l'écran qui vous permet de vous joindre à notre session. Et ma première question, donc, que je voudrais vous poser, vous l'avez sur l'écran. Et je vais vous lire donc la première question. So here is the first question. Do you think that your Voici la question. Pensez-vous que votre SPE a répondu efficacement au changement du marché du travail durant la pandémie de Covid-19? You can answer yes,
no, and Vous to pouvez some extent. répondre oui, non So, ou dans your une certaine mesure. answers, your answers Vos will be réponses analyzed and we will have result in the middle of the session. et ainsi. I would Mais en like to attendant, donc, invite, our next speaker, je voudrais Ms. passer la parole Caroline à l'intervenant Mansell from suivant, Belgium, who will present us Caroline Mansell organizational de response Belgique, in uncertain qui times. How va nous participative management and the new parler way de of la working réaction de have son provided organisation an agile au temps de environment crise, facilitating the resolution of COVID-19 en crisis principe challenges. permettant de Ms. créer Caroline Mansell has been un acting as contexte Director dynamique General of the pour relever les défis Actiris de la Brussels crise Public Covid. Employment Caroline Service Mansell since June 2009. travaillé à Bruxelles She started her career in pour the une International organisation Relations de Department l'emploi of the pour plus de Brussels 20 ans. Capital Region, Elle a where she commencé was head of au the département multilateral de relations unit for 8 internationales, years, after où which elle she était was for 2 responsable years pour deputy relations delegate at the permanent multilatérales. representation Ensuite, of Belgium pendant to the EU. 2 années, During the Belgium EU presidency, 2010, elle her appartenait à primary la mission was délégation to de prepare Belgique auprès de and l'Union européenne. coordinate the Pendant la activities présidence in the field of belge research. en 2010, After that, sa Caroline tâche was the était de advisor for coordonner research and innovation for the son Minister domaine. for Research of the Ensuite, Brussels elle a été conseillère Capital Region. en recherche et In innovation au 2014, ministère Caroline de la joined Recherche. Actiris as Director of Employment En Department. 2014, She was elle 2016 appointed until est embauchée June par le service as public Deputy d'emploi Director à General. Bruxelles. Miss Caroline En Mansell holds 2016, 3 master elle degrees, était one in vice-directeur translation, one général. in public management, Elle a and one in 3 European studies. A really rich career, diplômes which master, is why Mrs. Mansell is the traduction, real interlocutor on our gestion today's topic. commerciale Please et take the floor. recherche. C'est une carrière fulgurante. Vous avez donc la parole. Je vais parler en français, donc voilà. Tous ceux qui ont besoin d'interprètes, soyez prêts. Alors voilà, merci pour l'introduction. Donc je viens de la Belgique, mais la Belgique est un petit pays, mais malgré tout un petit pays très complexe, parce que nous sommes donc composés de 3 régions avec des réalités économiques très différentes. Et donc on a dans le nord la Flandre, dans le sud la Wallonie et au milieu la région de Bruxelles pour laquelle je travaille. Et toutes les régions ont des réalités économiques très différentes et c'est pourquoi on a rendu les régions compétentes pour élaborer leur propre politique d'emploi. La région de Bruxelles-Capitale a cette particularité qu'on n'est pas compétent pour la formation parce que nous sommes une région bilingue. Donc on parle français et néerlandais, 2 langues des 3 langues qu'on parle en Belgique parce qu'on parle allemand aussi. Mais donc on se base sur on collabore avec le VDAB et Bruxelles Formation pour ce qui concerne la formation. Et bien entendu, avec les autres instances fédérales, on collabore aussi pour le paiement des allocations de chômage qui n'est pas non plus de notre compétence. Mais nous sommes malgré tout un organisme qui a 1440 agents. On ne fait pas tout seul, on travaille en étroite collaboration avec 200 partenaires avec qui on a des conventions de partenariat. Nous avons 18 antennes locales au sein de Bruxelles et un siège dont vous voyez la photo ici. Un budget annuel de 705 millions d'euros qui inclut les mesures d'emploi, bien entendu. Nous avons 85 700 chercheurs d'emploi actuellement et nous fournissons aussi de l'aide aux employeurs bruxellois, il y en a 35 000. Et donc on fait vraiment le matching entre les offres d'emploi et les chercheurs d'emploi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on a utilisé le management participatif pour trouver facilement des solutions lors de la crise de la Covid-19.
Et pour cela, je vais utiliser la courbe du deuil de Kübler-Ross, parce qu'on peut vraiment comparer cette crise de la Covid à un genre de deuil où on passe du choc à l'engagement. Et donc, c'est ainsi que je vais suivre le cours de ma présentation. Donc, tout d'abord, le choc de la pandémie. Le 11 mai 2020, elle est déclarée. Tout de suite, on a envoyé tous nos collaborateurs à la maison, tout le monde en télétravail. Bien entendu, il a fallu un peu le temps pour mettre en place ce télétravail. On a dès le début de la pandémie, élaborer un genre de baromètre de crise basé sur des codes couleurs que vous voyez ici, allant du rouge au vert, en fait allant du rouge, donc le confinement, jusqu'au vert, dans lequel on est aujourd'hui, donc un retour progressif sur le lieu du travail. Et donc, ça, c'était donc la première courbe. Enfin, dans la courbe, donc il y a vraiment le deuil, le perte de liberté, d'autonomie, de repères dans notre vie quotidienne. Ensuite, on s'est remis en question parce qu'il fallait continuer à accompagner les chercheurs d'emploi, à les guider et aussi les collaborateurs dans ce processus de changement soudain. À l'échelle de l'organisation, donc on a vraiment dû gérer ce changement comme partout, en prenant appui sur nos valeurs qui existaient déjà et qui sont très bien connues au sein de la maison, qui sont le respect, la coopération et l'orientation solution. Il fallait vraiment qu'on se fasse confiance et c'est vraiment grâce à l'expertise existante auprès des équipes spécialisées qu'on a pu avancer vers une mobilisation de tout l'organisme de façon transversale. C'était un soutien qui allait dans tous les sens. On a créé une cellule transversale de coordination de gestion de crise qu'au tout début, j'ai présidé moi-même. Ensuite, c'est notre manager de crise qui a pris la relève. Mais donc, il a fallu prévoir un soutien technique à tout le monde qui était en home working, en télétravail. On a vraiment mis en avant une approche humaine, une approche de bien-être au travail, même si on était à la maison, parce qu'il fallait préserver aussi la santé, veiller à ce que tout le monde puisse continuer à travailler. La direction générale a été présente tout le temps, donc moi-même, je me suis mise à contribution. C'était assez stressant au début, mais je pense qu'on a tous connu ça. Parce qu'on voulait vraiment privilégier la bienveillance, sont les collaborateurs d'abord. Les collaborateurs étaient clés. On s'est vraiment concerté avec tout le monde, avec tous les services impactés, en étroite concertation aussi avec les syndicats qui nous remontaient des problèmes du terrain. Et on a misé sur une communication claire, transparente, très régulière, honnête et déculpabilisante. Ensuite, comment est-ce qu'on a fait ça? Il fallait vraiment encourager les collaborateurs dans cette situation inédite pour vraiment créer de la cohésion. Comment est-ce qu'on a fait ça? Tout d'abord, on a donné un soutien en matière de formation à travers notre service de formation qui s'appelle Actiris Academy. On a fait beaucoup de formations en ligne. Par exemple, pour les managers, comment est-ce qu'on va gérer nos équipes à distance quand ils sont à la maison? On a aussi mis en place une cellule de soutien psychologique parce qu'il y avait des personnes qui avaient peur, qui étaient angoissées, qui ne savaient pas comment gérer leur vie familiale. Et donc, il y avait des personnes, des collaborateurs qui étaient volontaires à prendre le téléphone et à parler, à écouter ces gens-là.
On a mis des toolkits, garder la pêche. On a fait une petite compétition de marche en équipe. McTiris Move It, pendant l'été, on devait faire chacun 10 000 pas par jour et il y avait vraiment une petite compétition. C'était très sympa, j'ai participé moi-même. Et il y avait aussi un guide du retour au travail, entre autres. Bien entendu, on a dû mettre en place des outils RH, le WebEx ou Teams pour pouvoir permettre les réunions en ligne. On avait déjà, heureusement, un outil RH qui nous permettait de suivre les personnes en matière de ressources humaines à distance. J'ai organisé des Facebook Live pour vraiment parler avec le personnel tous ensemble. Donc, le directeur général et moi-même étions visibles sur Facebook et tout le monde qui avait Facebook à la maison pouvait poser des questions en live. Donc, pendant 1 heure, tous les mois, on parlait aux gens pour les rassurer, pour répondre à toutes les questions en live. On a fait une fête du personnel en distanciel. Enfin, en tout cas, le résultat a été qu'on a pu continuer les services aux chercheurs d'emploi, aux employeurs et continuer la vie professionnelle d'une nouvelle façon. Et donc aujourd'hui, on est dans plus ou moins l'après-crise, on est toujours en code vert, donc on est toujours en crise. On doit s'engager vers un new normal, un nouveau normal, parce qu'on a quand même pris goût à certaines choses. Il y a des gens qui au début avaient des problèmes avec le home working, et maintenant il y en a qui veulent plus revenir. Mais donc on doit maintenir quand même ce télétravail. On l'a intégré dans nos habitudes. Mais bon, comme je vous dis, maintenant, le défi majeur sera de faire revenir certaines personnes au bureau et leur donner envie de revenir. Donc, le bureau a changé d'optique, d'objectif. En fait, c'est devenu un lieu de rencontre et de sociabilisation plutôt qu'un lieu simple de travail. C'est plus qu'un lieu de travail. Et donc, on va devoir trouver un nouvel équilibre entre télétravail et travail au bureau. Et ça n'est pas simple. Mais donc, qu'est-ce qui a été le fil rouge dans tout ça? C'était vraiment cette approche participative. On a permis à tout le monde de prendre son rôle. Par exemple, tous les experts au sein de cette cellule de coordination de gestion de crise ont été très importants et le sont encore aujourd'hui. On leur demande conseil et ces conseils alors sont transmis au comité de direction qui tranche, qui prend les décisions. Et cette cellule de coordination de crise est composée d'experts venant du risk management, de l'ARH, du bien-être au travail, du service de prévention interne, de facilities, du service juridique, du service RGPD, c'est GDPR en anglais, vous savez tout ce que c'est, je pense. Et voilà, donc, mais ça a aussi permis d'outiller les managers d'apprendre à travailler avec leurs équipes à distance, à essayer d'établir une certaine nouvelle forme de communication. Ça a permis aussi aux services de se recentrer sur les besoins urgents en s'appuyant sur la solidarité des collaborateurs. Par exemple, nous avons quadruplé le nombre d'agents au téléphone au sein du contact center. Avant, ils étaient tous sur place dans des antennes locales. Et la plupart d'entre eux ont commencé à travailler du jour au lendemain au téléphone, au contact center, souvent de la maison. Et donc, mais c'était vraiment par solidarité aussi qu'ils ont fait ça. Et aujourd'hui même, on ressent cette même solidarité par rapport à la situation en Ukraine, par rapport à l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Et donc,
cette approche participative a aussi responsabilisé l'ensemble des collaborateurs en valorisant les rôles de chacun. On leur a dit, chacun a un rôle à jouer dans cette crise et ça continue jusqu'ici parce que ça nous permet aujourd'hui d'agir plus rapidement et avec plus d'agilité en coopération et en recherchant des solutions tous ensemble. Mais ce fil rouge, en fait, il ne date pas d'hier, parce qu'on ne peut pas élaborer du jour au lendemain une approche participative, ça n'est pas possible. Ça fait des années qu'on fait des expériences pilotes qui ont permis de développer cette culture de concertation et de participation de tout le monde. Et donc, ça a entraîné un terrain favorable à l'innovation et à la collaboration. Par exemple, en 2012, on a mis en œuvre un labo jeune qui a permis de mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse, pendant laquelle on a consulté massivement tout le monde au sein d'Actirisme, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaillait, afin de définir cette stratégie garantie pour la jeunesse. En 2014, quand j'étais à la direction employeur, j'ai mis sur pied un World Café avec tous les collaborateurs de la direction pour identifier des pratiques exemplaires et inspirantes en matière de gestion de la relation client. Et puis, les valeurs dont je vous ai parlé, respect, coopération, orientation, solution, on les a définies tous ensemble avec un processus participatif à partir de 2014. En 2016, on a aussi écrit notre nouveau contrat de gestion. Même chose, aujourd'hui, cette année, on le fait de façon participative. Le résultat, c'est que les équipes adhèrent vraiment à cette approche participative. Ça devient une habitude. Si on ne le fait pas, ils se plaignent. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des hackathons, des mises au vert pour discuter toutes nos stratégies, nos politiques ensemble. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. So, thank you very much for this presentation and all these activities, about all these activities which you had in the last period. But I would like to ask you, is the organization of work which you have just described to us any different to the one you had? Nous avons demandé si ce que vous venez de décrire est différent par rapport à ce qui existait avant la pandémie, et si oui, à quel point, et combien de temps vous avez mis pour mettre en place cette nouvelle méthodologie de travail. La grande brièvement si possible. Le homeworking, mais grâce au fait qu'on avait déjà cette approche participative, on a pu le faire de façon rapide et agile, en mettant tout le monde autour de la table pour trouver des solutions à tous les niveaux, au niveau IT, au niveau juridique, mais donc non, il y avait de gros changements, mais on a pu y répondre très rapidement. Et disons que ça a pris, je pense, un petit mois pour tout mettre en place. Okay. Thank you. That was great. Thank you. Okay. We will move on. Merci. Nous allons poursuivre. Notre séance, on va réessayer de mettre à l'épreuve la technologie et je voudrais passer la parole à l'intervenant suivant qui ne se trouve pas ici à Tallinn non plus, mais qui, grâce aux technologies, peut participer à notre séance. Monsieur Django, qui représente
le service de l'emploi de Mozambique depuis le mois de février 2017. Il a travaillé pour son service depuis plus de 18 ans. Avant cela, il a travaillé dans le secteur privé pendant 8 ans. Il a été le premier représentant du ministre du Travail basé à Genève, en Suisse. Il a travaillé auprès de l'OIT, à l'Organisation internationale des migrations et dans quelques autres organisations liées à l'ONU. Il est également compétent dans le domaine de la planification et des statistiques. En 2016, il a été nommé directeur de l'Institut de la recherche sur l'emploi et en ce moment, il est donc le directeur général de l'Institut du travail, représentant le ministère du Travail au niveau ministériel. Il a des voix en relations internationales qu'il a obtenues à Genève. Monsieur Dengo va nous dire quel est le rôle de son service pour assurer l'emploi dans son pays. Hello, Mrs. Sanyal, Madame Moderator, dear colleagues panelists, and also chers collègues, participants. Chers intervenants, It's a real pleasure for me to be part of this important meeting. je me réjouis énormément de la possibilité de pouvoir intervenir devant vous pour vous parler du travail de notre service de l'emploi. Warm salutation to all of you. D'abord, je voudrais passer nos meilleures salutations à vous tous. And it's important to say that our president defined employment as a main issue of his governance. Ce qui est très important, That's why c'est que le président de la République considère notre domaine comme extrêmement important. C'est pourquoi notre institution a été créée, l'Institut pour l'emploi. En Mozambique, il y a beaucoup de jeunes et il est très important de leur garantir un emploi. Et là, j'arrive donc au contenu de la présentation. What I'll share with you is our public employment service in Mozambique. Je voudrais indicate measures adopted to solve the constraints dire quelques mots sur notre service, le service public d'emploi de Mozambique, indiquer quelles sont ses tâches, ses objectifs, quels ont été les effets de la pandémie de Covid-19 sur notre travail, et puis m'arrêter un petit peu sur les leçons que nous avons pu tirer. It goes slow. Well, I don't know whether you can follow the slides. Yeah. Our institution was created in 2016. Notre institution a donc été créée en 2016. For youth and employment. And we have our delegation in all countries. Direction et donc le secrétariat d'État pour la jeunesse et l'emploi. Le secrétariat d'État a beaucoup d'objectifs différents. Nous avons donc
20 centres de l'emploi qui forment un réseau dans le pays. Je pense que dans le monde entier, les agences de ce type, les services, ont des tâches plus ou moins similaires. Les centres pour l'emploi sont là pour les personnes qui sont à la recherche de travail. Et ce qui est important, c'est de les conseiller les jeunes qui viennent de terminer leurs études, mais qui n'ont pas idée du travail qu'ils voudraient faire dans leur carrière professionnelle, qui ne savent pas quel chemin suivre. A few in our days due to the technologies that really reduce the capacity of il n'y a pas suffisamment de postes. La technologie reprend des postes antérieurement remplis par des humains, ce qui rend trouver un emploi assez difficile. Et là, il est essentiel de soutenir également les employeurs pour qu'ils puissent trouver les employés conformes à leurs nécessités, aux exigences que les employeurs leur posent. Mais notre tâche, c'est aussi de mettre en œuvre des mesures liées au marché d'emploi. On considère cela comme un domaine extrêmement important, car le marché de l'emploi n'est pas en mesure d'accepter l'arrivée de tous les jeunes. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes pour arriver sur le marché du travail. Notre tâche, c'est d'imaginer des mesures pour améliorer la situation sur le marché. Notre mission, c'est aussi de rassembler des données concernant l'emploi, programs related to internships. Let me tell you that last week et aussi d'essayer de trouver des entreprises qui admettent des stagiaires. Là, sur l'écran, vous avez le titre de notre nouvelle loi qui concerne l'emploi. Donc voilà les différents domaines dont on s'occupe, nos différentes missions et tâches. One of the responsibilities we have also is to regulate Une de nos missions, c'est de réglementer la relation des entreprises avec notre institution. Malheureusement, la qualité du son n'est pas la meilleure, ce qui rend l'interprétation un petit peu difficile. We have also activities related to job fairs. Un autre domaine d'activité que nous avons, c'est aussi le conseil carrière, le conseil concernant les différents métiers. L'objectif étant de promouvoir l'emploi, surtout pour la jeunesse. Nous avons élaboré des
job toolkit opportunity. So, de this différents slide outils can censés améliorer la possibilité de trouver de l'emploi. Sur cette diapo, vous avez des photos qui vous montrent les outils que nous avons élaborés. On les distribue à ceux qui cherchent de l'emploi. Et l'objectif de cette activité, c'est que les jeunes s'en emparent pour les utiliser pendant peut-être 6 mois ou 1 an. Cela leur permet, ils peuvent présenter leur application pour utiliser ce genre d'outils qu'on leur propose. Mais quels sont donc les principaux défis qu'on doit relever? Dans un pays comme le Mozambique, il est clair qu'un des problèmes les plus graves, c'est le budget, qui est toujours insuffisant. Nous avons beaucoup de programmes différents, mais lorsqu'on n'a pas les moyens budgétaires nécessaires pour les mener à bien, on ne peut donc pas être à la mesure de tous nos programmes. Le service de l'emploi, souvent, ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait pour améliorer la situation sur le marché. Il était très intéressant d'écouter notre collègue belge qui nous a parlé des moyens qu'ils avaient trouvés pour sortir de la crise. Notre vrai problème, c'est, comme je vous ai dit, le budget. On n'a pas suffisamment de ressources pour mener à bien tous les projets. L'objectif est donc d'augmenter le budget. On essaye d'en parler avec le ministère des Finances. On essaye de mettre en place les priorités budgétaires. Nous avons aussi des centres de l'emploi. C'est un système qui est utilisé dans le pays, mais il n'y a pas suffisamment d'offres de postes. Et d'autre part, parfois, on peut avoir des problèmes aussi de remplir des postes vacants. On n'est donc pas souvent en mesure d'offrir ce dont les employeurs ont besoin. Et maintenant, si on se tourne vers les effets de la pandémie Covid, là vous pouvez voir sur cette diapo quels sont les principaux points problématiques. Le problème était très sérieux, mais on a essayé de faire notre meilleur pour que ceux qui se tournent envers nos centres de l'emploi puissent trouver des solutions à leurs problèmes. J'imagine que les problèmes que nous avons rencontrés étaient similaires à ceux d'autres pays. Beaucoup de postes disparaissaient. Des investissements n'ont pas pu être faits comme prévu. Tout cela avait un effet très profond sur nos activités aussi. Ce qui est important, c'est d'alléger un petit peu la situation. Et pour le faire, il faut bien sûr que le secteur du gouvernement fasse un effort considérable. Pour résoudre ces problèmes, il faut être innovateur. On
essaye de trouver un soutien auprès de nos partenaires nationaux et internationaux. Ensuite, on a prévu des soutiens financiers pour les entreprises, pour qu'ils puissent poursuivre leur travail et continuer à embaucher. En ce qui concerne les allocations sociales, là aussi, nous avons eu des moyens financiers investis à travers des programmes spécifiques prévus pour alléger un petit peu les effets du Covid. Et puis, on s'est établi comme tâche aussi d'utiliser de plus en plus des plateformes numériques. Nous avons une page Facebook à travers laquelle on partage des informations. Cela nous sert aussi une plateforme d'échange avec nos clients. Puis nous avons organisé des webinaires. Et puis la numérisation de nos services est à l'ordre du jour. Ce qui est important, c'est d'assurer l'accès à Internet. C'est d'assurer aussi que ceux qui en ont besoin aient l'équipement nécessaire. Et c'est aussi de former des employés. Et puis, pour les leçons à tirer, on voit que ce qui est très important, c'est de renforcer la protection des entrepreneurs et des travailleurs. Il faut impliquer aussi les travailleurs indépendants. Ce qui est essentiel, c'est de former les experts dans le domaine des technologies de l'information et d'investir plus dans la numérisation de nos services. Donc, voilà pour ce qui est de la situation dans mon pays, le Mozambique. Je suis attentif pour voir quelles sont vos expériences et quelles sont les leçons qu'on puisse tirer. Merci. Merci, M. Dingo, d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté le travail de votre service. Il s'agit d'un service assez jeune qui a été créé il y a 6 ans seulement, mais j'imagine que la pandémie a posé énormément de problèmes à toutes les institutions, y compris la vôtre. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, considérez-vous que vous êtes suffisamment équipé technologiquement pour relever tous les défis mentionnés? Comment, par exemple, avez-vous pu augmenter le nombre de personnes qui ont pu être aidées à travers vos services? Well, it's really a challenging situation for us. As I mentioned in the presentation, oui, c'est effectivement un grand défi. Comme je vous ai dit, le gouvernement a fait tout son possible pendant la pandémie pour mettre en place des priorités et la priorité numéro 1 était de sauver des vies, ensuite assurer, enfin donner la possibilité aux personnes de gagner leur vie. Nous avons continué à travailler pendant toute la période de pandémie. Et bien sûr, il fallait travailler à distance. Des services, Internet services, plateformes, webinaires. Pour cela, il était important d'élaborer des plateformes numériques en ligne, organiser des webinaires pour que nos clients puissent avoir accès à nos services. Je ne peux pas dire que le nombre de personnes utilisant nos services est augmenté,
car il s'agissait effectivement d'un gros défi. Mais ce que nous avons fait, c'était donc de poursuivre nos différentes activités. Je vous ai dit que beaucoup d'entreprises étaient fermées aussi, donc elles ne pouvaient pas embaucher. Les programmes de stage ne pouvaient pas continuer. C'est pourquoi donc nous avons élaboré les outils que je montrais sur la photo pour que les gens puissent s'employer elles-mêmes. Donc voilà les principales activités dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre réponse et pour cette intervention. Y a-t-il d'autres questions? Et là, est-ce qu'on a eu une réponse à la première question? Oui, vous pouvez voir que la réponse à la première question que je vous ai posée au début de la séance est assez claire. Tous ceux qui ont répondu ont dit oui. Est-ce que c'est vrai? Vous le pensez vraiment? Moi, je n'ai rien à ajouter. Except congratulations to all of you. Je peux juste vous féliciter. Mais j'ai aussi une autre question. La question numéro 2, que je vais vous montrer là. Continuerez-vous à fournir des conseils en recherche d'emploi à vos clients en ligne après la pandémie? Et les réponses, comme toujours, oui, non, dans une certaine mesure. Je sais déjà ce que vous allez dire, mais répondez quand même. Et là, nous pouvons donc continuer. Nous avons ici sur place une dame, notre chère collègue, qui aura la parole, Madame Sohara. Elle représente l'ANETI, elle en est la directrice générale, et c'est donc le service de l'emploi tunisien. Avant d'être nommée directrice générale en novembre 2020, elle était active dans le domaine du sport et de la jeunesse au ministère. Et puis, elle a été enseignante en économie pour plus de 20 ans, où sa spécialité était les ressources humaines et l'entrepreneuriat. Ms. Bossoufara, I'm so sorry, has committed herself Madame Bossoufara, pardon pour ma prononciation, et elle a été active également dans le secteur associatif, où elle a élaboré à l'Institut de l'économie de l'université un centre de carrière de compétences. Et à la même université, elle a été responsable pour tout ce qui est lié au sport. Autre sujet qui l'intéresse, c'est la résolution de conflits et autres. Elle a, par exemple, organisé des projets d'aide humanitaire en Tunisie. Elle a aussi une formation d'ingénieur. En ce moment, elle continue sa recherche au niveau de la thèse en ce qui concerne les ressources humaines. Et aujourd'hui, elle va nous dire quelle était la gestion de l'ANET dans la situation de crise. Merci, Madame. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je vais parler en français. J'ai
plus de facilité, beaucoup plus de facilité à communiquer en français. Juste, je vais corriger quelques informations sur ma biographie. Je ne suis pas passée par le ministère des Sports. J'étais chargée de mission auprès du ministre de l'Emploi. Et je ne suis pas ingénieure, je suis docteur en management. C'est pas que je prépare mon doctorat, ça fait plus de 10 ans que je suis docteur en management. Et voilà, donc je voulais juste... mais je ne suis pas ingénieure. Voilà. J'ai pris, en fait, mes responsabilités au niveau de l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant tunisien depuis 2020. Donc, j'ai pris, voilà, comme ça, pendant la pandémie, j'ai pris la gestion de l'agence et mon prédécesseur, il a fait un grand travail. Donc, l'agence a été réactive avant mon arrivée à l'agence. Mon prédécesseur, il a commencé le travail. J'ai continué sur la même lancée. Donc, pour mon intervention, je vais d'abord présenter l'ANETI. Après, je vais aussi parler un peu, en fait, comment on a fait face pendant la pandémie, tout en gardant nos services auprès des chercheurs d'emploi et des entreprises et des porteurs de projets. Parce que l'ANETI, elle travaille sur 2 axes. Un axe d'accompagnement des chercheurs d'emploi, et donc sur le système de matching entre l'offre et la demande, et l'axe d'accompagnement des porteurs de projets. Donc on est en même temps sur l'entrepreneuriat et sur l'emploi salarié. Les leçons tirées, ce sera la dernière rubrique de mon intervention. D'abord l'ANETI. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les slides. Oui, j'ai oublié, moi, parce que quand je parle, j'oublie. Alors, l'ANETI. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'ANETI? Brièvement, sans rentrer dans les détails, on anime le marché de l'emploi au niveau national et international, parce qu'on a 2 bureaux aussi, un bureau au Moyen-Orient et un bureau en France. On développe l'information sur l'emploi. Vous savez que les agences publiques ont fait beaucoup de choses, mais on est peu médiatisé. On fait très peu de communication sur ce qu'on fait et pourtant on fait beaucoup de choses. Et c'est des choses qui sont gratuites aussi bien pour le chercheur d'emploi que pour les entreprises. On met en place, et je dirais qu'on est une agence d'exécution, des programmes de promotion de l'emploi. Et quand je parle de programmes, l'État tunisien, il y a 3 programmes phares pour l'emploi salarié qui sont le contrat d'initiation à la vie professionnelle, le contrat El Karama et un contrat des services civiques auxquels on octroie des bourses soit aux stagiaires ou à ceux qui suivent des formations de reconversion. On assure l'information et l'orientation professionnelle, et c'est ça le point fort de l'agence, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et moi je préfère parler de chercheurs d'emploi que de demandeurs d'emploi, parce que quand on est chercheur, on est actif, quand on est demandeur, on va quémander, on attend qu'on ramène l'emploi. On développe l'entrepreneuriat et la promotion de l'entrepreneuriat, donc on fait tout ce qui est accompagnement pré- et post-création, de l'idéation jusqu'au suivi du jeune entrepreneur pendant son activité à travers des formations, et on accorde des bourses pendant les formations, et on organise les opérations de placement à l'international de la main-d'œuvre tunisienne, particulièrement de la main-d'œuvre qualifiée tunisienne sur le marché international, et on fait de l'accompagnement des jeunes en fonction des offres qu'on a à l'international. On les coach, il y a du coaching, etc. Donc on fait beaucoup de choses pour le placement à l'international. Également, on facilite et je dirais qu'on accompagne les migrants de retour pour leur insertion dans le monde économique. Notre public cible, c'est les chercheurs d'emploi. Je dirais que ce sont nos clients plutôt qu'un public cible. C'est les chercheurs d'emploi, ce sont les entreprises,
les promoteurs ou les porteurs de projets et les migrants de retour. En fait, je tiens également à savoir que tous nos services sont gratuits. Et ça, pour l'ANETI, c'est un plus. Alors, l'ANETI est présente sur tout le territoire tunisien. On a plus de 90 bureaux d'emploi qui assurent l'accompagnement des chercheurs d'emploi dès leur inscription jusqu'à leur insertion. On a 21 espaces entreprendre qui accompagnent les porteurs de projets de l'idéation à l'activité. Et on a 7 maisons de services, c'est-à-dire qu'on est présent dans des maisons multiservices. Notre service est limité dans les maisons de services, c'est juste on travaille sur l'inscription des chercheurs d'emploi qui sont éloignés des bureaux d'emploi, parce que l'objectif également de l'ANETI, c'est d'être à proximité des chercheurs d'emploi. Vous savez qu'en Tunisie, il y a une disparité sur les gouvernorats, et l'objectif de l'ANETI, c'est de rapprocher le plus possible d'un chercheur d'emploi, sachant que le Covid nous a permis de passer au digital très très rapidement, alors que c'était dans notre stratégie 2030, mais on s'est retrouvé face à une situation où il fallait accélérer la digitalisation, et aujourd'hui, on peut assurer nos services à distance. Et les 2 représentations à l'étranger, une à Paris et une au Qatar. Alors, les orientations stratégiques de l'ANETI, c'est notre vision 2030. Pour être honnête, cette vision a été initiée par mon prédécesseur. Il l'a rêvée, il l'a imaginée, il a commencé à la mettre en place. J'ai pris mes fonctions et j'ai continué sur cette vision, qui est une très belle vision. Là, pourquoi j'ai associé la vision à la crise Covid, c'est juste, je prends quelques axes qu'on a dû accélérer pendant la Covid, qui est l'axe de digitalisation, de formation et des services destinés aux chercheurs d'emploi et aux entreprises. Ce sont les 3 axes qu'on a dû accélérer très très rapidement pour pouvoir répondre à la crise. Alors, notre vision, je dirais que pendant la crise Covid, on a essayé de développer un système en interne de gestion des connaissances pour promouvoir l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les formations à distance, on a fait tout ce qu'on pouvait faire en passant par les canaux digitaux, on l'a fait. Sachant qu'avant la Covid, l'ANETI n'avait pas beaucoup de pages Facebook. Elle avait, je dirais, une page Facebook, c'est la page de l'Agence nationale de l'emploi. Pendant la Covid, au mois d'avril, parce que là, on était en confinement en Tunisie, 100 pages Facebook ont été créées. Chaque bureau a eu sa page Facebook pour pouvoir interagir avec les chercheurs d'emploi et les entreprises. On a développé tous les canaux digitaux possibles afin d'assurer la continuité de nos services. La spécificité également de l'ANETI, c'est que nos bureaux sont autonomes sur le plan budgétaire. C'est-à-dire qu'au début de chaque année, en fonction des objectifs réalisés, il y avait une négociation des objectifs de l'année d'après et on octroyait le budget par bureau. Donc le bureau pouvait assurer la continuité de ses services indépendamment de la centrale. Et vu que la proximité avec les chercheurs d'emploi sur la même région, donc ça a facilité énormément la continuité de nos services. Aucune bourse n'a été suspendue. Aucune activité n'a été suspendue. Aujourd'hui, notre chercheur d'emploi, la seule fois, je dirais, administrativement parlant, pas en termes d'accompagnement, où il doit aller au bureau d'emploi, c'est pour sa première inscription. Tout le reste, il peut le faire à distance. Donc, on a assuré la digitalisation des services. On a travaillé sur les services, tout ce qui est webinaire, workshop à distance avec les chercheurs d'emploi, échange, accompagnement à distance. Tout, il a été fait pendant le Covid et on a continué en hybride maintenant. On travaille énormément en hybride.
le marché de l'emploi, renforcer et moderniser l'intervention de l'agence sur le marché de l'emploi. Je dirais qu'on a fait au mois de février, pas très longtemps, le premier job fair digital. Et ce premier job fair digital, c'est, je dirais, ça a été la Covid, c'était le point de déclenchement, mais on a trouvé du plaisir à le faire, finalement. Et on a même assuré le matching entre les offres et les chercheurs d'emploi. Donc, on a mis en place un système de matching sur la plateforme qui a permis de rapprocher l'offre à la demande. Et on a eu 3800 offres d'emploi et on a eu 77 000 candidatures. Postulations, pas candidatures. On a eu 10 000 candidatures et 77 000 postulations. Et les entretiens se sont faits à distance avec les entreprises. Comment nous, on a travaillé dans cet état d'esprit? D'abord, on a analysé, on a observé, on s'est dit que nos services ne peuvent pas s'arrêter. Pourquoi nos services ne peuvent pas s'arrêter? Vous savez qu'un chercheur d'emploi en Tunisie, il a besoin de ressources. Si demain, je le pousse à la formation ou je lui conseille une formation de reconversion, il faut lui donner les moyens financiers pour qu'il puisse le faire. Aujourd'hui, il y a eu plus de 100 000 licenciements pendant la Covid. On n'a pas arrêté les bourses de ces licenciés. On a continué à donner les bourses. Il y a eu une fermeture de plusieurs jeunes entreprises qui ont été créées à travers l'ANETI, avec les porteurs de projets. Et ces jeunes, au moment de leur démarrage, ils ont eu en plein fouet la crise. Comment faire pour ces jeunes-là? On a trouvé les fonds, grâce aussi à nos partenaires, d'octroyer 1200 dinars à chaque jeune entrepreneur pour ce qu'on appelle le fonds de roulement, pour son fonds de roulement pour qu'il puisse continuer son activité. Donc on a mis 3-4 mois pour octroyer cette subvention aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent redémarrer et continuer leurs activités. Donc on a observé, on a tiré des conclusions et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit là. On n'a pas le choix de toute manière, on n'était pas face on fait ou on ne fait pas, hein. On était face où on devait faire des choses. Et nous, on avait privilégié les clients, chercheurs d'emploi principalement, que l'interne. L'interne, nous, on était emportés par l'urgence, emportés par le fait qu'on ne voulait pas avoir des chercheurs d'emploi devant nos bureaux d'emploi. On a utilisé donc la stratégie Vision 2030, on l'a accélérée pour répondre aux défis et on a mobilisé les équipes. Et pour dire honnêtement, nos équipes étaient déjà mobilisées. Nos équipes étaient prêtes à s'adapter très très rapidement. Et il a fallu, parce qu'on a tout organisé à distance, même aujourd'hui nos réunions sont à distance, on fait des réunions à distance, on trouve les solutions d'une manière ad hoc, je dirais, hein, on réagit, on est des Méditerranéens, hein, donc on essaie de trouver des solutions face à des situations, donc voilà. Et les enseignements à tirer, je les dirai plus tard. Donc, aujourd'hui, la Tunisie souffre d'un chômage qui était déjà structurel, mais qui s'est accentué et on est à plus de 20% de taux de chômage. Et la proportion la plus touchée par le chômage, ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Les diplômés de l'enseignement supérieur, parce que les diplômes ne sont pas en adéquation avec les offres sur le marché de l'emploi. Donc la distance par rapport au marché de l'emploi, elle est importante. Aujourd'hui, quand on prend un diplômé en histoire géo, en philo, en arabe, en littérature arabe, etc., ils sont quand même relativement loin du marché de l'emploi. Et c'est pour ça que dans la stratégie 2030 de l'ANETI, on travaille sur la formation reconversion. Sachant que pendant la crise, il y a eu des métiers qui ont été très touchés par la crise, le tourisme, essentiellement en Tunisie, qui est son économie, elle est basée
sur le tourisme. Donc le tourisme, il a été touché. Le secteur de l'industrie également. Certains secteurs de l'industrie ont été touchés. Et il y a eu d'autres secteurs où on a eu une expansion au niveau des offres. Tout ce qui est TIC. Et aujourd'hui, la reconversion, on s'est rendu compte en fait que la reconversion dans ces métiers-là était facile, quel que soit le diplôme. Les nouvelles technologies d'information, on n'a pas, par expérience aujourd'hui, il y a des diplômés de formation littéraire qui ont pu être formés dans les TIC et trouver un emploi. Et du coup, maintenant, notre objectif, c'est de former le maximum de jeunes qui sont loin du marché de l'emploi dans des métiers porteurs. Les secteurs d'activité, moi je dirais l'industrie manufacturière, le tourisme, le transport, le textile, d'accord ? Parce que le textile en Tunisie était destiné à l'export essentiellement, et comme l'export a été arrêté, donc forcément le textile a été touché par la crise. Quand on dit, excusez-moi si je passe pas, je suis... Voilà, augmentation du nombre de licenciements économiques, moi j'avais dit 100 000, les 161 000 déclarés, c'est des gens qui ont trouvé aussi après des passerelles. Mais en termes de résidus, on est à 100 000 licenciés. Si on regarde les écarts, avant et après Covid, l'impact, il est flagrant. L'impact, il est flagrant. Ça, c'est les DEFM, c'est les demandes d'emploi en fin du mois. Et on trouve qu'aujourd'hui, on a un impact de plus 104% de demandeurs, de chercheurs d'emploi. L'offre d'emploi, elle a baissé. Les programmes actifs d'emploi, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont également baissé, puisque les offres ont baissé. Et les micro-entreprises, la création de micro-entreprises a baissé. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pu accompagner, parce que nous, on a des cycles de formation jusqu'au plan d'affaires et le dépôt des dossiers pour les crédits. Et du coup, pendant la Covid, même à distance, on ne pouvait pas faire les formations parce qu'il y avait les plans d'affaires, le BMC, etc. Donc, ce n'était pas possible de les faire à distance. On est en train de développer une plateforme pour pouvoir les assurer. Alors, aujourd'hui, on a des programmes, des mécanismes, des initiatives, d'accord, pour assurer justement les moyens innovants permettant de s'adapter et de faire face à la crise. En fait, je pense que nous tous, nous avons été réactifs et non pas proactifs. Et heureusement qu'on a pu être réactifs. Aujourd'hui, je pense qu'après cette crise, on doit réfléchir différemment, c'est-à-dire qu'on doit anticiper les choses. On ne doit pas réagir quand la chose arrive, mais on doit aussi anticiper. Le monde change, les situations sont fluctuantes. Le management de l'ANETI s'appuie sur la mobilisation de l'équipe. Je pense que nos équipes ont été à la hauteur de tout ce qu'on a entrepris. On a entrepris beaucoup de choses, particulièrement tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est formation à distance. Excusez-moi, je finis. Alors, donc j'ai parlé des mesures. Moi, je dirais que les leçons à tirer, c'est d'abord l'agilité organisationnelle de l'ANETI, de notre agence. Une motivation rationnelle des ressources humaines. Tout le monde était dedans parce que chacun de nous, il a un frère, une sœur, une cousine, etc., qui sont dans cette situation. Et je pense que cette motivation, elle vient aussi d'une motivation émotionnelle. Un usage optimal des nouvelles technologies. Et on a une direction système d'information qui a su s'adapter très rapidement. À chaque fois, on avait une requête, on l'imaginait, on avait notre directeur du système d'information qui nous disait « oui, je peux le faire ». Et donc, on arrivait à faire les choses très rapidement. Et la maîtrise de l'ajustement en continu des processus de réalisation des services. Et je pense que cet ajustement, il est primordial. Merci. Vous m'avez un peu... Voilà.
Thank you very much. I would like to apologize for the mistakes, but that reminds me on the move. Merci beaucoup. Because I'm sure Je vous demande pardon pour mes erreurs, mais il y a des choses qui peuvent se perdre dans la traduction, comme on le sait. Thank you for your presentation and the opportunity. Mais en tout cas, je vous remercie énormément pour cette intervention, pour la possibilité de vous écouter. On connaît maintenant mieux votre institution, ses activités. Dans votre intervention, vous avez dit qu'une des mesures et des stratégies jusqu'à 2030 est de donner du soutien pour promouvoir l'emploi. Pourriez-vous nous dire quelles sont les bases sur lesquelles vous avez décidé ce qui est nécessaire pour les chercheurs d'emploi, ce dont ils ont besoin pour trouver un poste? Est-ce qu'il y a eu une analyse spécifique concernant les besoins des employeurs aussi, ou est-ce que vous aurez ces informations à partir des contacts quotidiens avec les employeurs? Merci. Alors, en fait, il y a plusieurs sources d'informations. D'abord, il y a une enquête qui a été faite avec l'appui de la Banque mondiale sur 3000 entreprises pour voir un peu les besoins de ces entreprises en termes de compétences requises, de compétences demandées. De l'autre côté, et vu qu'on est sur le terrain, et on a notre base qui est le référentiel de l'ANETI métier, donc on se déplace dans la prospection et on se rend compte aussi que les entreprises, ils ont des demandes spécifiques en termes de compétences. On a collecté tout ça et on s'est rendu compte que notre boîte à outils d'accompagnement d'un chercheur d'emploi, elle n'est pas en adéquation avec les exigences du marché actuel. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il faut renouveler tout ça. On a commencé par mettre en place le profilage statistique. C'est-à-dire la distance par rapport à l'emploi de chaque chercheur d'emploi. Deuxième phase, on a catégorisé nos demandeurs d'emploi, de la catégorie 1 à la catégorie 6. La catégorie 1, elle n'est pas spécifique, elle n'est pas à nous. C'est des chercheurs d'emploi ou des demandeurs d'emploi qui ont des difficultés autres que des difficultés de trouver un emploi. Donc, ils ne reviennent pas, il faut les orienter vers des structures adaptées. Et le 6, il n'a pas besoin de nous, il est dans l'emploi, je dirais. C'est quelqu'un qui connaît son projet professionnel, etc. Ce qui nous intéresse, nous, l'ANETI, c'est les gens qui sont un peu dans le flou, dans leur projet professionnel, dans leur manque de compétences. Et c'est là où nous, on agit. Et le nouveau bureau modèle de l'ANETI va assurer cet accompagnement modulaire en fonction des chercheurs d'emploi. On travaille maintenant sur un accompagnement modulaire et des boîtes à outils spécifiques à chaque type de chercheur d'emploi. Et du coup, on a eu plusieurs sources d'informations pour aller vers ça. Thank you very much for your answer. Merci beaucoup pour cette réponse. Et là, on revient à M. Hiebel. Nous allons l'inviter à se joindre à nous de nouveau. Est-il connecté? Vous m'entendez? Demande l'intervenant. Oui, on vous voit, on vous attend et même on vous comprend. Veuillez m'excuser pour les problèmes techniques que nous avons connus au début de la séance. Je me réjouis de voir que le problème se trouve résolu. Vous avez donc la parole. Je voudrais partager avec vous quelques leçons que nous avons pu tirer en Autriche dans la situation de crise. Tout d'abord, quelques mots pour vous donner un aperçu sur notre institution. Pour mieux comprendre, il faut dire que l'Autriche est un petit pays, environ 9 millions d'habitants, 9 régions, un système très décentralisé.
Ce qui vaut aussi pour nos services d'emploi. Donc une institution centrale et puis des bureaux régionaux et puis plus de 100 bureaux locaux prévus pour les chercheurs d'emploi, mais aussi pour les employeurs. Nous avons environ 6 000 employés dans notre institution. Et le taux de chômage en 2021 s'élève à 8,1%. Ce sont donc non-chômeurs inscrits au registre. Par rapport à Eurostat, qui dit 4,9%. Par rapport à 2020, c'est moins 3,4%. Si on prend les responsabilités de notre institution, c'est trouver des postes pour les chercheurs d'emploi, ensuite recrutement, services pour les employeurs, puis rassemblement des informations concernant le marché de l'emploi, et puis les politiques actives de marché de travail. Et là, on fait la différence entre des programmes de qualification, c'est des cours de formation qui nous viennent de l'extérieur, ce n'est pas nous qui les élaborons, et d'autre part, il y a donc la promotion de l'emploi, soutien au salaire, etc. Et nous avons aussi beaucoup de mesures de soutien, services de conseil par exemple, que nous sous-traitons aussi, ça vient de l'extérieur donc. Responsible to manage the access of third country nationals to the labor market, which is now very important. En outre, il faut qu'on s'occupe aussi des citoyens de pays tiers qui souhaitent intégrer notre marché de travail. On est chargé donc de leur organiser des formations. Et puis il y a aussi l'assurance chômage qui fait partie de nos compétences. Maintenant, quels étaient les effets immédiat de la pandémie à notre organisation. Vous pouvez voir qu'en mars 2020, au tout début de la crise, on voit donc que le nombre de demandes d'allocation augmentait très rapidement et puis peu à peu, le nombre de demandes diminue. Et on voit que là, quand les entreprises reprennent, il y a une chute dans le nombre d'applications qui nous sont présentées. Et un autre fait immédiat, c'est l'utilisation du modèle de travail à temps raccourci. Notre organisation était la principale qui s'en est occupant, mais pas la seule ou pas l'organisation qui aurait élaboré cette méthodologie. C'est quelque chose d'assez spécifique du point de vue de l'Autriche. Comme je vous ai dit, notre organisation n'était pas responsable pour son élaboration. Pour cela, nous avons fait appel à des partenaires sociaux, les employeurs, les employés, les syndicats aussi. On avait déjà un modèle qui existait avant, qui a été utilisé lors de la crise financière de 2008-2009, mais au début de la crise pandémique, les partenaires sociaux ont décidé qu'il nous fallait un nouveau modèle. Ce n'était pas facile de s'y adapter, y compris du point de vue du système informatique. Et puis, on a reçu énormément de demandes. Sur le diapo, vous avez donc l'année 2020 et 2021. On voit que le pic, c'était avril 2020, s'élève à 1 million de travailleurs. Par rapport à 2008-2009, c'était 10 fois plus. Un nombre considérable de personnes qui demandaient un temps de travail raccourci. Cela a fait ressortir des problèmes aussi au sein de notre organisation. On avait un gros besoin d'avoir des collègues qui
s'occupe des demandes de ce type. On avait même une sorte de centre de crise qui s'est occupé de ces questions-là. Ce centre qui impliquait les représentants des employeurs, des employés et aussi des syndicats. Nous avons élaboré plusieurs programmes de formation pour que des gens comme moi, qui n'avaient pas de connaissances dans ce domaine, puissent se former rapidement. On a profité également du soutien des experts externes, par exemple des représentants du ministère des Finances et autres. Comme vous pouvez voir, là aussi, le nombre diminue peu à peu. Les périodes de confinement ont bien sûr eu un effet immédiat, mais là vous avez donc une idée du développement du marché de travail. En ce moment, on n'a pas beaucoup de personnes qui travaillent utilisant ce modèle. On verra en automne prochain ce qu'il faut faire avec ce système. Et puis un troisième effet immédiat sur notre organisation par rapport à plusieurs autres services européens, c'est que nous, on est resté ouverts. Pourquoi? C'est parce qu'on a été considéré comme une institution qui fait partie de l'infrastructure vitale qui doit rester ouverte. Nous avons donc conseillé à nos clients de ne pas venir sur place, mais de nous contacter par téléphone. Vous voyez les diapos? Vous les avez sur l'écran. Donc, ce qui était important, c'était de changer de chaîne de communication. Et au lieu de rencontres physiques, vous pourrez constater qu'à partir de septembre 2020, on a commencé à rassembler les informations. On fait la comparaison, donc contact physique, contact par téléphone. On voit que les contacts physiques ne forment que 17%. Avant la crise, on était à 100% sur les contacts physiques. Et sur le graphique, ici, vous pouvez voir, à partir de 2021, c'est allé jusqu'à 54-55%, et là, c'est stabilisé autour des 40-45%. On n'est pas de retour à 100% de contact physique. On verra ce que la vie nous amène. Il y a différentes idées possibles. Comment continuer, à quel point continuer au contact par téléphone. Mais là, donc, les trois leçons principales. Tout d'abord, le premier avantage que nous avons eu, et c'est aussi peut-être une réponse à votre question, de savoir comment nous avons fait dans la situation de crise. La première leçon, c'est que nous avons eu des structures existantes qui étaient bien prouvées déjà. Il fallait très rapidement voir quelle est la vitesse pour traiter le nombre de demandes qui augmentait rapidement. Heureusement, le système a fonctionné. Ce qui était un peu plus compliqué, c'était le modèle de travail à temps raccourci. Parfois, les décideurs prennent leurs décisions sans savoir comment mettre en pratique leurs décisions. Il nous fallait donc adapter notre système informatique, créer de nouveaux tableaux, de nouveaux taux d'allocation. Cela demandait énormément de temps, mais on était à la hauteur et on a été capable donc d'adapter nos systèmes. Si on se concentre à des processus, il est très important de mettre en place les priorités et se concentrer sur les points prioritaires. Ce qui restait dans le centre de nos attentions, c'était les employés et les employeurs, puis les contacts par téléphone. Ce qui était important, c'était le modèle de travail à temps raccourci.
Voilà quelles étaient nos priorités. Deuxième leçon, flexibilité. Si on fait la comparaison entre les établissements publics et les établissements privés, on peut dire que dans le secteur privé, il est peut-être plus facile de s'adapter aux chocs externes. Dans le secteur public, cela peut être plus compliqué. Les contacts avec les clients, par exemple. Les contacts physiques, ce n'était pas prévu, ça existait dans une loi. Alors, il nous fallait changer de système. Pour cela, il fallait modifier la loi. Il fallait donc faire une proposition au gouvernement, puis au Parlement. Et même si tout cela a été fait très rapidement, cela a quand même pris du temps. En étant flexible au sein de notre organisation, on a pu constater que l'écosystème général réagissait quand même assez lentement. Avant la pandémie, ce qu'il fallait faire pour demander une allocation chômage, il fallait se rendre sur place. Ça existait en ligne aussi. Mais là, donc, on propose une sorte de combination. Il est possible de présenter sa demande par Internet, mais on veut quand même voir les personnes pendant une semaine après avoir présenté leur demande. Un autre aspect de la flexibilité, c'était les formations. On a essayé aussi de les mettre en ligne aussi, ce qui n'a pas été très facile. On peut le faire facilement pour une formation linguistique, mais si c'est une formation qui demande du travail manuel, il faut le faire dans un atelier. On ne peut pas le faire chez soi. Il ne s'agit pas seulement de changer le design des cours de formation, il fallait être extrêmement flexible aussi en ce qui concerne les contrats, leur annulation, leur adaptation, leur écriture. Et même si nous, on était prêts à s'adapter, la vie changeait encore plus rapidement. Au début de la crise, ce qui était essentiel, c'était d'assurer l'emploi. Mais pendant la crise, il était clair que, effectivement, on avait beaucoup d'employés. Tout le monde n'a pas pu se mettre sur le modèle à temps raccourci. C'est pourquoi on a donc mis en place le programme d'adaptation au nouveau métier. Et puis, on a vu que l'économie s'est redressée plus rapidement que prévu et que beaucoup de personnes dont le marché de travail avait besoin faisaient encore partie des formations. Il était donc prioritaire de les remettre sur le marché de travail. Et puis, troisième leçon, c'était un aspect interne, utilisation du travail à distance. Je pense que là, beaucoup d'entre vous partagent les mêmes expériences. Les agences de l'emploi ont été ouvertes, mais on a demandé à nos clients de ne pas se rendre sur place. Et ce qui était compliqué, c'est de faire travailler tout le monde chez soi. Tous nos employés n'avaient pas de portable, tout le monde n'avait pas une bonne connexion Internet, donc mettre en place cette infrastructure était assez complexe. Je pense que tous les établissements privés et publics ont fait énormément d'acquisitions de portables, d'ordinateurs portables et de tablettes. Le travail à distance reste d'actualité. On est dans une situation où il faut constamment s'adapter aux changements, mais tous les ministères, tous les établissements publics doivent le faire. Les régimes de travail sont différents. Il y a
Donc là, je pense qu'il faut juste prévoir un peu de temps pour mieux comprendre comment la situation va changer et comment les ressources humaines peuvent nous aider à organiser tout cela. Mais il est vrai que la perception en ce qui concerne le travail à distance a changé. Avant, c'était considéré comme problématique. Là, l'image du travail à distance a beaucoup amélioré. Je ne sais pas si vous m'entendez, car moi j'ai perdu le son, je ne m'entends plus moi-même. J'espère que tout fonctionne. Je vais donc continuer. Comme je vous ai déjà dit, l'image du travail à distance est très différente. Et les attitudes envers le travail à distance sont différentes. Nous avons offert donc beaucoup de services différents. De manière générale, il y avait une grande solidarité, collégialité, que nos employés ont beaucoup apprécié. Mais nous avons donc été capables de sortir de la crise. Et maintenant, l'avenir. La crise nous a empêchés d'organiser nos priorités. Mais là, on essaye de tirer des leçons, même si la situation reste assez compliquée. Parfois, j'ai l'impression que même si on veut regarder vers l'arrière, on est quand même plus orienté vers l'avenir. Il faut être très vigilant et il faut réfléchir sur les leçons que nous pouvons tirer de nos activités. Bien sûr, on va garder des choses, par exemple des formats de travail en ligne qui fonctionnaient très bien lors de la crise. Et puis nous sommes en train d'élaborer un nouveau modèle de service à partir des centres de l'emploi. On essaie de comprendre quelle serait la meilleure manière pour ces centres d'offrir leurs services au public. Et bien sûr, il est vrai que l'expérience de la pandémie a eu un effet très profond sur ce modèle. Et puis, nous avons tous appris que la numérisation des services, c'est quelque chose d'absolument prioritaire. Cela est un effort assez complexe et coûteux, mais je pense que les négociations avec nos collègues au ministère des Finances pourraient être un petit peu plus faciles après la crise, car au très haut niveau politique, on a entendu des promesses qu'il faut améliorer l'infrastructure numérique. Je vous remercie donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Hiebel. Je me réjouis effectivement d'avoir pu vous écouter aussi. Vous avez mentionné que votre agence a créé le programme historique pour améliorer la qualification des personnes. Et ma question concerne justement ce programme historique. Est-ce que vous avez commencé avec ce programme déjà avant la pandémie ou est-ce que c'est totalement neuf? Et qu'avez-vous utilisé pour apprécier aussi rapidement et dans des conditions aussi difficiles les savoir-faire, les qualifications qui seront nécessaires après la pandémie? Une réponse courte, si possible. Merci. En principe, nous avons augmenté le programme existant. Donc, on peut dire que c'était un changement plutôt quantitatif, mais nous avons ajouté également quelques nouveaux programmes. Un soutien au salaire, par exemple, pour motiver les gens à se rendre au travail, même si les allocations chômage leur permettaient de vivre. C'était prévu pour arriver à une situation où les gens préfèrent travailler. Et en ce qui concerne le savoir-faire de l'avenir, il était assez difficile de le savoir. On a demandé aux employeurs quelles sont les qualifications qui leur seront nécessaires dans un avenir proche. La plupart d'entre eux répondent savoir-faire numérique.
tout ce qui est digital. Mais quand on leur a demandé plus spécifiquement, les réponses étaient un peu plus floues. Ils étaient assez générales. On ne pouvait pas savoir s'ils avaient besoin des connaissances en programmation ou autre. Je pense que nous tous avons fait le même genre d'expérience. Là, ce qu'il faut, c'est un savoir-faire aussi dans le domaine de l'économie verte. Et une autre chose, c'est qu'il y a des entretiens d'embauche avec des gens qui n'ont pas les connaissances culturelles de base. Comment saluer, comment répondre correctement aux questions, mais malheureusement, il n'y a pas de données très spécifiques. Là, il s'agit d'une initiative d'amélioration des qualifications très générales. Merci beaucoup. Et là, on va voir la réponse à ma deuxième question que j'ai présentée à tout le monde. Apparemment, il n'y a pas encore de réponse. Et les voilà. Donc, la plupart d'entre vous disent oui. Vous continuerez à fournir les mêmes conseils, les mêmes services. Nous avons maintenant utilisé le temps qui nous était imparti. Nous sommes restés dans le cadre de l'ordre du jour. Personne ne s'est endormi, ce qui est bien aussi. On est tous vivants, malgré quelques petits problèmes techniques. Donc, je dirais que c'était une section à succès. J'espère que la session vous a été intéressante aussi, car nous avons pu entendre ces experts, ces intervenants très expérimentés, représentant 4 services différents par deux mondes différentes, et nous avons pu voir comment ils ont pu surpasser les difficultés rencontrées lors de la pandémie. La question, est-ce que les interventions sont publiées sur le site web? Oui. Vous pouvez y accéder en ligne et je pense que les intervenants sont tout à fait à votre disposition après la session si vous voulez une réponse plus détaillée. Malheureusement, on n'a pas eu le temps ici. Et puis, pour conclure la séance, je voudrais remercier Mme Corinne Vincel de la Belgique, Mme Boussoufara, qui représente l'ANETI de Tunisie, M. Dengo, qui représente le Mozambique, et M. Hiebel, Autriche. Je voudrais également remercier tous les participants, tout le public, nos collègues également qui nous ont écoutés en ligne. Merci beaucoup.